Je vais évoquer avec vous ce qu'est le Parti des Européens, que j'ai fondé et dont je suis l'actuel dirigeant. Ça me paraît intéressant de faire un peu le point sur cette formation politique, sur ses atouts et sur les étapes qui doivent être menées pour que ce parti devienne un véritable parti politique au sens fort, apte demain à pouvoir représenter une véritable alternative. Le Parti des Européens, d'abord, c'est un parti qui a compris la nécessité, face au péril immense qui s'annonce, d'une Europe politique unie. Alors que les souverainistes fantasment sur une Europe fédérale que serait l'Union européenne, nous montrons au contraire que l'Union européenne n'a aucune réalité politique sérieuse, que c'est un nain politique et que c'est une Europe des États souverains qui se mettent d'accord entre eux, comme ils l'ont démontré dans ce fameux plan de relance, par des combines et des négociations à n'en plus finir pour faire une sorte de consensus mou médiocre. En réalité, l'Union européenne n'est pas une Europe politique. Au mieux, et en étant gentil, c'est un embryon d'une potentialité d'Europe politique. Quels sont les éléments politiques qui existent au sein de l'Union européenne? Ils sont très limités. Il y a donc l'euro, parce qu'effectivement, une monnaie, c'est quelque chose qui a une souveraineté, mais c'est une monnaie unique, ce n'est pas une monnaie nationale, si on peut dire. Et jamais l'euro n'a eu les moyens de ses ambitions, parce qu'il n'y a pas d'Europe politique. Mais effectivement, l'euro est un petit élément de souveraineté. Mais on constatera que tous les pays de l'Union européenne n'ont pas l'euro et que ce n'est pas obligatoire qu'ils l'adoptent. Ça fait belle lurette que l'Europe centrale, par exemple, en tout cas la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie, ne veulent pas de l'euro, et visiblement personne ne leur demande, de la même façon que le Danemark et la Suède n'ont pas changé de position à ce sujet. Bon. Alors, l'autre aspect politique, c'est le Parlement européen. C'est effectivement un objet politique, à quelques nuances près. Le Parlement européen est le seul Parlement en Europe qui ne peut pas avoir l'initiative des lois. Le Parlement européen passe son temps à voter des directives illisibles et sans intérêt liées à des lobbies économiques. Le Parlement européen n'a jamais été capable de se rebeller contre la Commission ou contre les gouvernements. À chaque fois, au final, il vote les textes. Le Parlement européen n'est pas élu à l'échelle de l'Europe, mais élu par une représentation nationale et par donc des élections nationales dans chaque pays, même si aujourd'hui le vote est à peu près le même jour. Il n'y a pas clairement de candidat mis en avant qui annoncerait leur gouvernement. Ils ont renoncé au Spitzenkandidat, c'est-à-dire au moins à mettre comme président de la Commission celui du plus grand groupe politique à l'issue des élections. Donc ils ont imposé Mme von der Leyen, alors que ça devait être Manfred Weber notamment qui devait gouverner, si on peut dire gouverner. Donc on voit bien, l'Europe politique, ce n'est pas l'Union européenne. Et on ne voit pas tellement la différence entre l'Europe des nations dont nous saoulent les souverainistes et l'Union européenne actuelle. Finalement, l'Europe des nations serait à peu près aussi inefficace que l'Union européenne. La seule différence, c'est qu'il n'y aurait même pas l'obligation de les réunir comme ils l'ont été pour ce plan de relance. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait moins d'occasions que les chefs d'État et de gouvernement européens se rencontrent et se voient et travaillent ensemble. Donc malgré tout, l'Union européenne, avec tous les défauts qu'elle a au moins un mérite, c'est de forcer un petit peu ces gens à se parler et à essayer de travailler ensemble. C'est très insatisfaisant, mais au moins ça existe. Par ailleurs, l'Union européenne est à l'image des gouvernements qui la composent. S'il y avait une majorité de gouvernements identitaires, non souverainistes en Europe, la ligne de l'Union européenne serait beaucoup plus identitaire aussi. Ça n'est pas le cas parce que, tout simplement, les gouvernements en place ne le veulent pas. On se souviendra que Mme von der Leyen, par exemple, présidente de la Commission, a été élue grâce aux voix de Orban et du mouvement 5 étoiles. Il faut en avoir conscience. Donc l'Europe politique n'existe pas aujourd'hui. Elle est à bâtir. On constatera que très peu de gens prônent sa construction. La spécificité du Parti des Européens, c'est d'avoir compris la nécessité d'associer Europe politique et résistance identitaire. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons adopté le drapeau européen sans souci et que nous l'avons fait nôtre comme un drapeau patriotique, celui d'un patriotisme européen.
Il est bien évident aujourd'hui que face au péril migratoire, donc à la submersion migratoire par les populations issues de l'ancien empire colonial notamment et du monde entier, les différences entre Européens sont mineures par rapport à celles qui peuvent exister entre gens qui possèdent la même citoyenneté, dans le cas par exemple français. Un Breton est plus proche d'un Gallois qu'il n'est proche d'un Alsacien ou d'un Basque, et c'est vrai aujourd'hui comme ça a été hier. Et un Français de souche européenne est plus proche d'un Allemand que de quelqu'un qui possède la même nationalité que lui et qui appartient aux Antilles ou qui vient d'Afrique ou d'ailleurs. En conséquence de quoi, ce commun européen est supérieur aux nationalités existantes et donc aux États existants. L'europanité transcende les Européens et les réunit. C'est cette europanité qui est attaquée par le racisme anti-blanc. Quand on parle de racisme anti-français, comme le fait l'heure actuelle, on se trompe. Lorsque quelqu'un qui est de souche européenne est attaqué, il n'est pas attaqué parce qu'il serait français, parce que les agresseurs ne lui demandent pas sa carte d'identité avant de l'agresser, mais parce qu'il est européen, tout simplement. Quant au discours Black Lives Matter, bien évidemment, il vise l'ensemble des Européens et ne s'occupe pas simplement des Euro-Américains, d'où la tentative de relais qui a été faite en faisant le lien avec l'affaire Traoré. On le comprend bien, les différences entre Européens sont mineures, non essentielles, et le nationalisme de division a mené à la ruine de notre continent. Nous devons donc à la fois refuser l'impasse souverainiste, donc du retour en arrière vers des États souverains fétichisés, qui sont pourtant des geôliers et responsables en grande partie de notre situation. Mais il ne faut pas non plus accepter l'Union européenne telle qu'elle est, dirigée par les mondialistes, parce qu'elle ne mène à rien et elle n'est pas la réponse politique dont nous avons besoin. Simplement, elle peut le devenir à condition de s'en emparer. Il y a deux façons possibles de s'en emparer. La première façon serait de gagner toutes les élections nationales et d'avoir que des gouvernements de notre coloration politique, autant dire que ça n'arrivera jamais et que c'est totalement illusoire, ou de réussir avec des alliés à disposer d'une majorité parlementaire au Parlement européen capable de faire tomber le système et de basculer les choses vers nos idées. Moi, je pense qu'un parti a plus de chances de faire 30% des voix aux élections européennes et d'avoir 30% des eurodéputés que 27 ou 40 partis qui ne seront jamais capables de se mettre d'accord entre eux et se diviseront, comme on l'a constaté à de nombreuses reprises. Parmi les trois groupes d'extrême droite qui ont existé dans l'histoire, deux ont sauté pour des raisons de nationalisme débile, soit parce que une dirigeante italienne avait confondu les Roumains donc et les Roms, soit parce que certains se bagarraient pour savoir si le Trentino-Adige faisait partie de l'Autriche ou de l'Italie, sous prétexte que la population est plutôt germanophone. Bon, on le voit bien, ces considérations dans notre âge n'ont aucun sens face au péril migratoire, n'ont aucun sens face à la dénatalité et n'ont aucun sens aussi parce que d'abord, il y a les flux migratoires intra-européens qui existent notamment en France depuis les années 1870, qui n'ont jamais posé de véritables problèmes et qui donc font que nous avons besoin de toute façon de millions de Français d'origine polonaise, portugaise, espagnole, arménienne ou autres, et que ces gens-là, qui sont nos compatriotes en européanité, eh bien, doivent être respectés et doivent pouvoir travailler avec nous. C'est incompatible avec le nationalisme français historique qui supposerait qu'il faudrait mettre dans le même groupe les immigrés de l'Europe et ceux venus d'ailleurs. Ce qui est le cas des souverainistes qui systématiquement font cette confusion volontaire entre Européens et non-Européens. Nous ne faisons évidemment pas la même chose. Il est assez jouissif et drôle de constater qu'Astino dénonce dans l'Union européenne un projet racialiste et un projet qui voudrait défendre les blancs, entre guillemets, contre les autres. C'est ce qu'affirme Astino à propos de l'Union européenne. Eh bien, je pense que si l'Union européenne était ce qu'Astino dit d'elle, elle serait beaucoup plus populaire en France et en Europe qu'aujourd'hui. Car effectivement, une Union européenne qui prendrait la mesure du péril migratoire et qui s'y opposerait en se dotant des moyens nécessaires que les États ont refusé de se doter, aurait une popularité absolument exceptionnelle. C'est la théorie du Parti européen, identité et Europe réunis permettront de sauver notre civilisation. C'est ce que nous voulons faire, nous, au Parti des Européens. Et pour ce faire, nous voulons rassembler le maximum d'Européens, indépendamment des confessions, indépendamment des nationalités intra-européennes, sans en exclure un seul, de l'Islande à la Russie. C'est le combat du Parti des Européens et c'est le mien.